J'ai un drôle de métier. J'ai l'habitude de dire que j'aide chacun à se rendre compte de tout ce qu'il fait dans sa tête. Donc, un travail sur la conscience quand il réussit. Donc, en fait, je travaille auprès des élèves pour, à certains moments, les aider quand l'école, c'est compliqué. Je travaille auprès des enseignants quand ils se posent des questions. Bah oui, apprendre mes élèves, je fais tout ce que je peux et puis finalement, ils n'y arrivent pas. Et je travaille auprès des parents parce que souvent, les devoirs, c'est compliqué. Il y a des moments de conflit, de tension, donc je partage un petit peu tout ce que je fais dans mes accompagnements. Dans mon travail, je suis sur les questions d'attention. C'est quoi l'attention? Comment on fait attention? Donc évidemment que j'ai été questionnée tout ce que je pouvais autour de l'attention. J'ai été alertée quand un élève avait à travailler avec moi, avait plein de choses dans sa tête, et puis le jour du contrôle, le jour de l'examen, plus rien, stress. Donc la part des émotions qui fait que on est submergé et on n'arrive plus du tout à retrouver les connaissances qui pourtant étaient là. Et puis, je voyais qu'il y avait beaucoup de jeunes qui avaient des problèmes d'attention, des problèmes de compréhension, mais souvent c'est des problèmes d'attention. Et puis enfin, en classe, parfois c'est vraiment compliqué. Il y a un mal-être, il y a de la violence. Les élèves et les enseignants disent qu'il y a une agitation permanente. Voilà, j'ai ouvert comme ça la porte d'un programme qu'on appelle le programme Peace, donc le mot anglais, Peace. Et je voyais que des amis psychologues étaient formés à ce programme Peace. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce programme Peace? Donc, voilà un petit peu le biais par lequel je suis arrivée à cette présence attentive. Souvent, on entend les 3 C, le corps, le cœur et le cerveau. Et moi, je rajoute donc la conscience du côté du cerveau. L'être humain, il est global. Et donc, voilà, c'est tous les aspects de l'être humain. Quand je rajoute la conscience, c'est par rapport aux neurosciences. Les neurosciences aujourd'hui, elles s'intéressent énormément à ce qui se passe dans cette boîte noire dans le cerveau. Elles s'y intéressent en produisant des images. Donc on a des électrodes et puis on a la preuve que telle zone du cerveau est en train de s'activer. On a la preuve que telle émotion va provoquer de la dopamine, du cortisol, etc. Comment s'applique concrètement la présence attentive? Concrètement, c'est un travail sur le souffle. Le souffle, il est là, c'est une encre. Cette respiration, elle est toujours, toujours là en nous. Donc, pouvoir aller s'intéresser à cette respiration va nous permettre d'en prendre le contrôle. On respire, on n'a pas conscience. Si on va s'intéresser à ce qui se passe, comment est ma respiration, on obtient plein d'informations sur son état émotionnel, etc. Et on peut agir, décider donc de respirer plus lentement. Dès qu'on est en stress, hop, tout se bloque et le souffle va permettre, voilà, d'apaiser les choses. Ensuite, c'est un travail pour ramener son attention. On dirige sa pensée, donc soit sur la respiration, soit sur un objet. Et puis, on peut diriger sur un son. Donc, finalement, on peut ramener sa conscience, son observation. C'est là que c'est très, très intéressant. On peut s'apercevoir que notre attention, elle est fluctuante, elle repart. Et pouvoir repérer le moment où elle est partie et pouvoir la ramener, ça a beaucoup, beaucoup de retombées au niveau des apprentissages pour un enfant quand il est en classe et qu'il est capable de dire, ah, mais je suis en train de commencer à penser à la soirée de ce soir au foot. Hop, je reviens et je suis capable de faire revenir mon attention sur ici et maintenant. Comme on est dans une société où voilà, on a un tumulte, nos vies quotidiennes sont souvent à des rythmes très très rapides, pouvoir se recentrer sur ici et maintenant, faire une pause, ça permet d'avoir du recul, d'avoir plus de clairvoyance, d'avoir plus de calme pour décider. Ça permet une meilleure concentration. On est vraiment sur cette tranquillité intérieur, alors qu'il y a ce tumulte. On est sur ne pas partir dans des ruminations qui sont pas forcément très utiles. On est sur prendre de la distance. On est sur savourer la vie ici et maintenant. On est sur développer des meilleures relations avec les autres parce qu'on va plus les écouter. On va être dans cette présence attentive. Qu'est-ce que me dit vraiment l'autre? Quand on est plus au clair avec soi-même, ses besoins, bah oui, on va aussi pouvoir les exprimer, mais à ce moment-là, c'est tout cette alchimie qui fait que quand j'écoute l'autre, lui va m'écouter un petit peu plus.
Donc voilà, cette présence attentive, elle a vraiment des ramifications dans plein de domaines. Le parent, quand il est dans une présence attentive, quelque part, il dit, tu as du prix à mes yeux. Ce que tu vis m'intéresse. Je suis là pour toi, ici et maintenant. Donc voilà pourquoi c'est tellement important de se rendre disponible. Quand on est disponible, quand on a décidé qu'on est là, c'est pas juste une présence physique, mais c'est aussi une présence mentale. Qu'est-ce qu'on peut montrer comme attention? Ça peut être des questions en lien avec les apprentissages. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Ça m'intéresse. C'était extraordinaire. Tu es allé à l'école, tu as appris des choses. Qu'est-ce que tu as appris? Peut-être en dehors de l'école. Et puis le parent, il peut aussi dire, et moi, aujourd'hui, j'ai appris ceci, cela. Donc c'est pas juste un sens unique. C'est voilà cet échange où on est présent l'un à l'autre. Dans le rôle de l'erreur, il y a une présence attentive aussi à avoir, sans tout de suite monter au créneau. J'ai un petit exemple rigolo d'un enfant qui, voyant un bug de châtaigne, dit «Ah, c'est un œuf de hérisson». Et donc c'est très joli. On pourrait dire c'est une erreur. Alors quand ils sont petits, on va pas leur tomber dessus, mais quand ils sont plus grands, on tombe facilement sur celui qui a fait une erreur en disant «Ah, comment tu peux penser ça, c'est pas possible». Voilà. Le rôle de l'erreur va être très intéressant à travailler parce que dans la présence attentive, on va pouvoir se dire et questionner l'enfant. Mais qu'est-ce que tu as voulu dire? C'est quoi ta logique? Ça va renforcer l'estime de soi. Sébastien Martinez avait sorti un livre très rigolo. C'est un spécialiste, un champion de la mémoire. Comment briller en société sans son smartphone? Et ça nous dit que finalement, on est là à un dîner. Et mince, je veux parler du livre que j'ai sur ma table de nuit. J'ai même pas le titre. Ah, j'ai vu un film, mais j'ai même pas le titre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Oui, on a Google là sous la main, le téléphone. Donc en fait, notre mémoire, elle est plus là, elle est externe. Et puis, il y a cette question que le parent, finalement, c'est un modèle. Il y a un petit exercice en discipline positive, fais ce que je dis et pas ce que je fais. Et donc, on fait faire aux participants, on leur dit, vous allez faire ce que je dis, donc vous tenir droit, les pieds par terre, vous allez respirer, etc. Et puis ensuite, on leur dit, vous allez mettre votre index et puis votre pouce, comme ça, pour faire le signe OK. Et puis, vous allez mettre ce signe OK sur votre menton. Et on montre la joue. Et là, tempête sous un crâne. Donc, en fait, on fait réfléchir les parents sur, ah ouais, l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Probablement qu'il va faire ce qu'il a vu. Et probablement aussi qu'il se pose des questions en disant, mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est incohérent. Elle dit des trucs, elle fait d'autres trucs. Juste pour dire que voilà, le parent est un modèle et que ça doit nous poser question quand on n'est pas disponible parce qu'on rentre et qu'on finit sur notre portable la dernière conversation. Ah mince, j'ai encore un mail, etc. Qu'est-ce que je fais de mon portable qui est absolument envahissant? Comment voilà, je gère tout ce numérique avec lequel il faut vivre?